Votre journal sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, ce lundi de mars 2026, le Salon de l'agriculture de Paris, les filières ivoiriennes de coco et de coton défendent leur souveraineté, un enjeu qui suscite des partenariats stratégiques pour plus d'investissements. Nous parlerons de sport également dans cette édition avec du basketball sur les éliminatoires Coupe du Monde 2027. C'est en carton plein que réalise la Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont dominé sur leurs 3 adversaires pour la première fenêtre des éliminatoires. Et puis l'actualité internationale marquée par cette perturbation du ciel du Moyen-Orient par l'opération militaire d'envergure lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. En 2 jours, le conflit a déjà tué plus de 550 personnes. Une escalade majeure qui s'étend sur divers fronts et on en parle dans cette édition. Et cette nouvelle crise au Moyen-Orient a suscité des appels internationaux au cessez-le-feu et à l'ouverture d'initiatives diplomatiques. La Côte d'Ivoire, par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est également exprimée sur le sujet dans un communiqué lu pour vous dans cette édition par David Soyo. On regarde. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. La République de Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Elle réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et à privilégier des mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. Elle encourage à cet égard toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. La République du Côte d'Ivoire réitère enfin son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les nations dans l'intérêt des peuples de la région et de l'ensemble de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire pour le respect de l'intégrité territoriale, la sécurité et la souveraineté dans le Moyen-Orient et encourage des initiatives diplomatiques et de médiation. Sous d'autres cieux, en France, la souveraineté des filières coco et coton est un enjeu discuté au Salon international de l'agriculture. Des échanges autour des perspectives B2G et B2B, l'investissement dans 2 filières en quête de compétitivité. À Paris, retrouvons le point de Jean-Louis Gbangbo et Adama Kéré. La relance du coco ivoirien s'écrit désormais avec méthode et concertation. À Paris, exportateurs ivoiriens, acheteurs européens et professionnels de la filière se retrouvent autour d'une même table pour dessiner l'avenir du secteur. La Côte d'Ivoire était l'un des premiers producteurs de coco et le retrait de l'État dans l'organisation de la filière a fait reculer le pays. Aujourd'hui, les plantations sont en train de disparaître. Or, nous avons affaire à une matière première qui nourrit son homme, qui crée énormément de richesses et qui a des débouchés extraordinaires. Venus d'Allemagne, d'Italie, de Belgique et des Pays-Bas, les partenaires du coco ivoirien saluent une initiative qui leur offre plus de lisibilité sur l'organisation de la filière et renforce la confiance des investisseurs. Le gouvernement ivoirien prend visiblement en main la relance de cette filière au travers de la mise en place de certificats de qualité ou d'accompagnement des acteurs. Ça nous permet d'interagir avec ces acteurs, d'avoir aussi des interlocuteurs qui nous permettent de mieux travailler ensemble. La Côte d'Ivoire a un potentiel énorme sur ce produit-là et nous avons des avantages sur un marché à l'export qu'il faut non seulement pas que maintenir, mais développer encore plus pour prendre la place même de leader mondial. Je pense qu'on peut même avoir l'ambition de devenir le leader mondial de production de noix de coco. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain de noix de coco vers l'Europe avec une production de plus de 125 000 tonnes en 2024 et un chiffre d'affaires estimé à 9 milliards de francs CFA porté majoritairement par les PME locales. Après une reprise jugée encourageante, le coton ivoirien est également en quête de relance au Salon de Paris. Dans la filière coton, il faut avoir des projets. Les projets pour vraiment soulager les producteurs
et régler certaines difficultés. Donc nous sommes à la recherche des partenaires, alors des projets qui peuvent nous aider à avancer notre filière. Ce salon peut nous apporter beaucoup de choses parce que nous avons les partenaires producteurs, nous avons les partenaires égreneurs. Vraiment, on peut dire que c'est une source de recherche pour nous. Deux filières différentes, mais un même cap. Créer plus de valeur, renforcer la transformation et positionner durablement la Côte d'Ivoire comme un acteur agricole incontournable sur la scène internationale. Voilà, du coco ivoirien qui pourrait bien désaltérer en cette période. Nous sommes en période de forte température et la saison coïncide avec le carême et le jeûne du ramadan. Alors, que faire pour éviter les coups de chaleur? Tout le monde a ses petites idées, les Ivoiriens, mais également les spécialistes de la santé qui nous donnent leurs conseils dans ce point de Priska Kwasi et Kader Sogodogo. Selon les données météorologiques, le premier trimestre de l'année 2026 est une période sèche et chaude sur toute l'étendue du territoire national. Les températures maximales varient de 33 degrés à 35 degrés Celsius. Une période de chaleur qui n'est pas sans conséquences pour l'homme. Face aux risques sanitaires, notamment la déshydratation, le nutritionniste propose des solutions. Il faut éviter l'exposition au soleil pendant les heures chaudes, se couvrir. Lorsque nous sommes exposés au soleil, il faut aussi boire beaucoup d'eau pour ne pas être déshydraté. Il faut porter des lunettes de protection pour éviter les maladies visuelles. Temps de jeûne, période de carême, en cette période de chaleur, une vraie pénitence. Pour ceux qui sont en carême, comme moi personnellement aussi, en tout cas c'est la soif qui nous fatigue. À Dieu, on doit demander pardon, qu'il fasse que cette année, on soit apaisé. Au moins, la pluie n'a qu'à venir. Là, au moins, le carême sera moins. Le soleil, là, c'est chaud. Hein. Nous-mêmes, souvent, c'est glace, on paye, on verse un peu sur nous. Ça va pas. Hein. Toi-même, tu vois un peu. Allez là, ça va pas. Les gorges, même, c'est sec, quoi. S'hydrater, mais aussi adapter son alimentation conformément en ce moment de pénitence s'avère impératif. Après le jeûne, c'est-à-dire lors de la rupture, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter d'être déshydraté. Il faut manger les aliments riches en vitamine E pour protéger le corps, c'est-à-dire des aliments comme la carotte qui sont riches en vitamine E. Selon les météorologues, les températures pourraient baisser d'ici fin mars. D'ici là, il est recommandé d'éviter au maximum l'exposition au soleil. Il y va de notre santé. Ciel qui s'assombrit du côté d'Abidjan, on peut croire que les prières des jeûneurs ont peut-être porté leurs fruits. Jeûner nécessite également de bonnes conditions sanitaires et dans la commune d'Abobo, des équipements sanitaires sont remis aux services sociaux de base. Suivons ce récit de Régis Kofi et Roger Nguessa. Des latrines publiques, un espace de dépôt d'ordures, ainsi que plusieurs équipements de gestion des déchets à Abobo-Anonkoa. Une action de l'ONG Habitat for Humanity dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables de la commune d'Abobo. Grâce à cette initiative, plusieurs réalisations majeures ont vu le jour. La réhabilitation de la voie d'accès du quartier Anokwa Cité, accompagnée de la réparation de 50 habitations, la réhabilitation d'un caniveau de drainage des eaux usées à Sabé-Palmeret, réduisant les risques sanitaires, environnementaux et d'inondation. La construction de 2 blocs de latrines publiques à Bobaolé et à Onokwa-Kouté, améliorant l'accès à l'assainissement. Ce sont des populations heureuses qui ont salué ce projet qui vise à soutenir l'action gouvernementale. Et nous sommes très heureux parce qu'avec le projet du train urbain, vous constatez qu'il y a tellement de saluté. Et ce projet vient à point nommé pour nous aider à avancer, pour faire le nettoyage du village. Je tenais à dire un grand merci à tous les donateurs au nom de Madame de Maire, Madame Kandia Kamara. Et je leur demande de multiplier ce qu'ils ont entrepris. Au-delà des infrastructures, le projet a également intégré un important volet de renforcement des capacités afin d'assurer l'entretien, la bonne utilisation et la pérennité des équipements remis. Au nom de Monsieur le ministre Moussa Sanogo, témoigner la gratitude du gouvernement de Côte d'Ivoire à Habitat for Humanity Côte d'Ivoire, à ONU Habitat et à la fondation AFSI pour la réalisation de ces infrastructures qui impactent directement le quotidien
de nos populations, de nos mamans, de nos papas et de nos jeunes ici réunis ce jour. Habitat for Humanity Côte d'Ivoire est une organisation non gouvernementale engagée dans l'amélioration durable des conditions de logement, d'accès aux services sociaux de base et de résilience des communautés vulnérables. Voilà l'info santé dans votre journal. C'est aussi les infrastructures. Alors, parlons de l'amélioration du département de la santé qui ouvre de nouveaux bureaux de la direction des ressources humaines, un nouveau cadre pour améliorer la gestion du personnel de santé en Côte d'Ivoire. Morel Kouakou et Sephora Zigui. Fini les installations vétustes et l'attente sans fin. La toute nouvelle direction des ressources humaines de la santé opère sa transformation au sein d'un environnement flambant neuf, coûtant plus d'1 milliard de francs CFA. Plus qu'une simple amélioration superficielle, il s'agit d'une réelle optimisation de la performance qui se met en place pour les ressources humaines dans le domaine médical. Le personnel exerçant dans des locaux exigus ne disposait pas de conditions nécessaires pour déployer des solutions innovantes afin de répondre efficacement aux exigences du service public. Monsieur le ministre, votre vision de faire la direction des ressources humaines une vitrine d'excellence a atteint sa pleine maturation avec la livraison de ce joyau architectural. Ces nouveaux locaux représentent un enjeu capital pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une occasion pour le ministre Pierre Demba de rappeler l'importance de cette réhabilitation en incitant les agents à plus de rigueur et de discipline. Il s'agit donc de faire en sorte de développer davantage de compétences et d'expertise au service de la santé par la formation qualifiante, formation continue, mais également donc, de rendre professionnel selon la déontologie et l'éthique. Nous devons tous nous investir, comme vous l'avez toujours fait, mais en redoublant davantage d'efforts, pour que notre système de santé soit la tribune qui traduise le rayonnement de notre Côte d'Ivoire. Une salle de conférence d'environ 150 places, des espaces d'attente confortables. La direction des ressources humaines se dote désormais d'infrastructures adaptées aux exigences des populations. Nous voyons à présent le récit d'une action pour sauver des vies et également pour instruire. Le conseil régional du Béret renforce l'école et la santé par 6 salles de classe réhabilitées et une ambulance neuve. Un don fait au village de Kobadala. Nous sommes dans le département de Tienangwe avec Walter Amadou Ouattara. L'éducation et la santé sont au cœur des priorités du Conseil régional du Béret. Cette volonté se traduit en actes concrets avec la rénovation de 2 bâtiments de 6 salles de classe. La remise des clés à Kobadala, dans la sous-préfecture de Tienangwe, mobilise les populations. Nous saluons ici les actions sociales de grandes envergures. Cependant, Monsieur le Président, le chemin du développement est un chantier permanent. Pour que Kobadala continue de rayonner, nous portons à votre attention ces défis majeurs. La réhabilitation des logements du personnel enseignant et l'édification d'un château d'eau pour une couverture en eau potable des populations de Kobadala et de Bengoro. Également, pour mettre fin à la précarité dans les évacuations d'urgence, le Conseil régional du Béret met à disposition du centre de santé de cette localité une ambulance. Pour aller à l'école, il faut être en bonne santé. Pour aller au champ, il faut être en bonne santé. Et c'est pour cela que nous avons mis la santé en priorité, ce que nous avons fait en moins de 10 ans, plus que ce qui existait dans le département de Makondo. Nous avons beaucoup de besoins. Au fur et à mesure, nous essayons de les évacuer pour le bonheur de nos populations. Afin de bénéficier davantage de l'élan de développement en marche dans la région, Domogo Kanate, président du Conseil régional du Béret, exhorte les filles et fils de Kobadala à l'union et à la cohésion. Voilà une école pour une société plus égalitaire. Et pour faire monter les statistiques sur l'égalité des genres, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision lance sa 9e promotion en ingénierie de genre. Une formation qui vise à former des experts en égalité des chances grâce Agbo, Grace Kando et Joël Mambou. Passation de flambeau entre la 8e promotion des auditeurs de la formation en ingénierie du genre et la 9e promotion. Ce geste marque officiellement la rentrée académique de cette nouvelle promotion. C'est un réel plaisir
de savoir qu'il y a une promotion après nous, à qui on transmet le flambeau, parce que c'est une formation qui est très transformatrice. J'ai fait le choix de m'inscrire pour cette formation, étant déjà autodidacte en thématique du genre. Alors j'ai décidé d'avoir également une certification qui va avec. Construire un monde plus équitable en réduisant les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est la mission de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Construire une société où les hommes et les femmes, les filles et les garçons bénéficient des mêmes droits et jouissent des mêmes opportunités pour construire ensemble le développement qui sera durable, équitable et inclusif. Sur cette base, elle a conçu une dizaine d'outils pour permettre de réduire les inégalités et parvenir à cette société. L'apprentissage en ingénierie du genre est une formation de renforcement de capacités qui s'appuie sur les objectifs de développement durable et sur le programme national de développement. La particularité de cette formation, c'est que nous allions théorie à la pratique, de sorte que lorsque nos auditeurs sortent au bout de 9 mois de formation, ils sont très outillés pour pouvoir prendre en compte le genre dans les programmes, dans les projets, dans les activités de leurs différentes structures. Nous avoisinons 400 à 500 experts aujourd'hui sur le terrain. Créée en janvier 2006, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision est une structure de référence en matière de genre, d'environnement et de développement. Et le pouvoir de décision est aussi une opportunité accessible aux jeunes. La jeunesse est appelée à prendre toute sa part de responsabilité dans la vie publique et l'organisation citoyenne Pouvoir et Influence forme les jeunes à l'engagement politique et citoyen, nous dit J-Christ Kwame et Didier Nguessan. Améliorer la performance des jeunes en politique, il faut d'abord les former à la citoyenneté. C'est le pari que s'est donné l'organisation citoyenne Pouvoir et Influence Côte d'Ivoire. Entre débats d'idées, conférences et partage d'expériences, les participants en ressortent satisfaits. Au sortir de cette formation, je peux dire que j'ai réellement appris. Je me suis abreuvé davantage de certaines notions politiques et maintenant, je me sens beaucoup plus prête à me lancer en politique. Selon les formateurs et membres du jury, initier les jeunes à la citoyenneté et à la politique est nécessaire pour assurer la transmission générationnelle. Et le président de la République encourage plutôt les jeunes à se mettre dans une dynamique de méritocratie. Il faut que la jeunesse comprenne que rien ne se donne, tout se mérite. Ça permet de créer une masse juvénile élitiste profondément engagée, citoyennement responsable et politiquement éduquée surtout. À l'issue de cette formation, ces jeunes sont désormais mieux outillés pour entrer dans l'arène politique. Le devoir de PI Côte d'Ivoire était justement de pouvoir les aider, les accompagner à coup de formation, de partage d'expérience, mais également de conseils pratiques afin qu'ils puissent être candidats lors des prochaines élections. Nous souhaitons que ces jeunes-là puissent au mieux mettre en pratique donc toutes ces clés de connaissances qu'ils ont eu à assimiler au cours de ces 3 jours. 77% de la population ivoirienne est âgée de moins de 35 ans. Former la jeunesse à la citoyenneté et à la politique, c'est préparer dès aujourd'hui les leaders de demain. L'organisation citoyenne Pouvoir et Influence Côte d'Ivoire en fait un engagement. Passant de l'engagement public à la propriété immobilière et il y a un programme immobilier dédié aux fonctionnaires, un projet de la mutuelle des acquéreurs de logements présenté dans ce récit de Yves Niazalé et Sephora Zigui. Anticiper sa retraite ne se limite plus à l'épargne financière, mais passe aussi par la sécurisation d'un cadre de vie. C'est dans cette optique que la mutuelle des acquéreurs de logements du programme immobilier Malpi initie l'événement. Il s'agit de sensibiliser les actifs à l'importance d'anticiper leur sécurité résidentielle. Notre objectif, c'est d'avoir des maisons parce qu'aujourd'hui, pour avoir une maison, c'est difficile. Et avec une mutuelle comme la Malpi, qui est interface entre le client et la banque, surtout pour nos amis qui travaillent, nos amis fonctionnaires, un peu partout, il faut qu'ils pensent à demain. L'implantation de ce programme immobilier pour la commune de Bingerville représente un atout dans le cadre du développement de la ville. Et à Bingerville, nous avons un nombre important de programmes de ce genre
Et cela ne fait donc qu'agrandir non seulement la ville, mais cela permet donc d'éviter ce qu'on appelle les villes dortoirs à Bingerville. Donc d'avoir donc des maisons décentes et de faire en sorte donc que les gens puissent vivre heureusement. Portée par sa vocation sociale, elle met en œuvre un vaste projet de 10 000 logements pensé comme un outil majeur pour garantir la stabilité et l'avenir des bénéficiaires. Je suis très honorée d'être là parmi nos accueilleurs. Aujourd'hui, avoir une maison, c'est une chance. Une maison pour la retraite n'a pas de prix. Avec ce programme, la mutuelle entend poser les bases d'un avenir plus serein pour les mutualistes. L'action sociale sous un autre tableau chez les militaires. L'état-major des armées, en plus des valeurs militaires, des valeurs religieuses, elle offre une maison de prière chrétienne aux soldats. Offert par le vice-premier ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. C'est un cadre dédié à l'accompagnement spirituel des soldats. Suivons ce point rapporté par Gilles Christ Kwame et Souleymane Donisongo. C'est dans une telle atmosphère que les frères d'armes chrétiens de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire accueillent leur nouveau lieu de culte. C'est un sentiment de joie qui anime tous les chrétiens protestants et évangéliques qui servent au sein de cette noble institution qui est l'armée de Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction pour l'aumônerie aux armées. Que celui qui donne un lieu de culte à Dieu, et il y a des bénédictions qui accompagnent. Baptisé, l'Éternel des armées est avec nous. Cette maison commune de prière va participer à l'accompagnement spirituel des militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le chef d'état-major général des armées, avec bien évidemment l'accord du vice-premier ministre de la Défense, a entrepris la réalisation de cet édifice afin de permettre également aux militaires d'avoir un lieu de recueillement, un lieu pour pouvoir prier. Au nom du chef d'état-major général des armées, la construction de ces bâtiments répond à une vision claire. La construction de ce lieu de culte est donc le fruit d'une ambition de bâtir une institution militaire forte sur des bases religieuses solides. Notre armée est en train de monter en puissance. Il y a toutes sortes d'équipements, toutes sortes de formations. Mais le commandement reconnaît que l'homme n'est pas fait seulement de chair, mais il est fait aussi d'esprit. Cette maison de prière incarne un symbole fort, celui d'une armée qui puise sa cohésion et sa force morale dans la foi. Un édifice qui vient consolider le lien armée-nation et qui rappelle que servir la patrie, c'est aussi bâtir l'homme intérieur. Voilà des fonctions qui apportent la reconnaissance. Nous partons dans la région du Poro où l'UNICEF rend hommage à l'ex-préfet de cette région. Nous sommes avec Ami Traoré et Alassane Oulé. Vive émotion ce mardi au siège de l'UNICEF à Abidjan, dans une salle comble, entouré de sa famille, de ses amis et de ses proches collaborateurs. L'ex-préfet de région du Poro a reçu les honneurs du représentant pays de l'UNICEF. L'émissaire de l'institution onusienne a salué un parcours administratif exemplaire marqué par l'engagement et le sens du devoir public. Il a surtout mis en avant la qualité de la coopération institutionnelle établi entre l'administration territoriale sous son autorité et l'UNICEF dans la région du Poro. Cette collaboration s'est inscrite dans un cadre constitutionnel clair, rigoureux et respectueux des prérogatives de l'État, ce qui nous a permis d'apporter des réponses concrètes et durables aux différents défis liés aux droits des enfants dans les régions nord du pays. À son tour, l'ex-préfet de région du Poro a exprimé sa gratitude à l'UNICEF pour cette marque de reconnaissance. En recevant cet hommage, je pense à tous ces enfants des régions du Poro, de l'Anyébi-Tiassa, du Go, du Morono et de la Marawi. Je vois et je revois leurs regards et je lis dans leurs yeux cette détresse silencieuse due aux souffrances subies. Mais je vois et je lis aussi dans leurs yeux leurs espoirs et leurs rêves fragiles mais légitimes. C'est donc à tous ces enfants et aux enfants de Côte d'Ivoire que je voudrais dédier cette haute distinction. Une cérémonie qui restera comme un moment fort de reconnaissance institutionnelle et humaine au service d'une cause commune, le bien-être des enfants.
Un festival culturel se prépare. Il s'agit du festival Eboyekou. Il fait la promotion des opportunités d'affaires et d'emploi en Côte d'Ivoire, mais aussi présente la culture et le tourisme dans le pays. Dorcas Akichi et Ami Traoré. Le festival Eboyekou, Soyons Unis, s'installe progressivement dans le paysage socio-culturel de Yopougon. Institutions et organisations féminines se mobilisent pour faire de cette célébration un véritable levier de développement. Les partenaires institutionnels ont tenu à marquer leur présence. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire rappelle le rôle stratégique de l'artisanat dans l'économie nationale. Notre rôle que nous a assigné la structure, c'est l'encadrement, l'accompagnement de l'artisanat. Le gouvernement a donc signé un décret qui permet maintenant désormais à tous les artisans d'avoir un parchemin, non seulement pour exercer en Côte d'Ivoire, pour exercer dans l'UEMOA et même sur le plan international. Autre appui important, la SEGRAE, engagée dans l'accompagnement social et l'insertion économique de ses assurés. Dans le cadre de sa politique sociale en faveur de ses assurés sociaux, met en place des mécanismes, un accompagnement pour les aider à véritablement s'insérer dans le tissu social. À l'initiative de cet événement, l'OFAPSI, déterminé à redonner tout son sens à la fête des mères, tout en valorisant la culture ivoirienne et le savoir-faire féminin. Le festival Eboyekou, c'est un festival de la gastronomie où tout s'y trouve. Le jour de la fête des mères, on peut immortaliser ça par beaucoup de choses. Et ce jour-là, on peut aller pour se faire des affaires, pour se faire des cadeaux, pour se retrouver avec les amis et puis découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous apportons aussi notre plus dans le développement de notre pays. La mode et la beauté, des alternatives pour l'autonomisation des femmes. C'est autour de ce thème que se déroule la deuxième édition du festival Eboyekou. Objectif, créer un cadre d'expression, d'opportunité et de valorisation du savoir-faire féminin. Et du sport à présent, le récit du carton plein de l'équipe ivoirienne de basketball aux éliminatoires du Mondial 2027 qui se jouera au Qatar. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont dominé carrément sur leurs 3 adversaires pour cette première fenêtre de la phase éliminatoire en 3-sur-3, analysée dans ce journal par Patrick Dadier et Jean-Sylvain Resso. Après avoir terrassé le Sénégal à domicile 90-80, battu la République démocratique du Congo 96-59, toujours au Stadium Marius Ndiaye, ce sont les Malgaches qui à leur tour ont été malmenés par les éléphants 99-74. Cette grosse performance des Ivoiriens durant la première fenêtre des éliminatoires du Mondial Qatar 2027 a été possible grâce à la qualité de l'effectif. Kevin Yebo, pour ses débuts avec la sélection, a été brillant, surtout dans le match inaugural face au pays hôte, le Sénégal. Sans oublier Nisré Zouzoua, Jean-Philippe Dali, Jean-François Kébé et Assemian Moularé, intraitables, adroits et efficaces sur les rebonds. Merci aux Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens sont formidables. Ils nous soutiennent depuis le début et on leur demande de continuer à nous soutenir parce que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En attendant, la prochaine fenêtre prévue en août, le coach Miguel Oyo et le manager général de la sélection, Koulibaly Hassan, devront ensemble conjuguer leurs efforts afin de dénicher d'autres talents. Car les futures batailles s'annoncent très rudes. Les futures batailles sont annoncées également pour le mois d'août 2026. L'actualité internationale, commençons par le Congo-Brazzaville, où la campagne électorale est lancée depuis ce week-end. Le scrutin est prévu le 15 mars prochain. Aux commandes du pays depuis 40 ans, Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans, est le favori face à une opposition qui se dit muselée sur les deux partis. Si les deux partis principaux sont en retrait, 6 candidats d'opposition, eux, ont officialisé leur participation à cette élection. Et autre point culminant de l'actualité, des frappes israélo-américaines en Iran qui ont tué ce week-end plus de 550 personnes en Iran. C'est une opération militaire américano-israélienne d'envergure qui s'étend aussi au Liban où Israël a lancé des raids après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le Hezbollah avait promis de faire face à l'agression américano-israélienne contre l'Iran et le mouvement armé pro-iranien a affirmé ce lundi avoir tiré des missiles et des drones vers Israël pour la
la première fois dans ce conflit. Téhéran, de son côté, ne négociera pas avec les États-Unis, a affirmé ce lundi le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Il a accusé Donald Trump d'avoir précipité le Moyen-Orient dans le chaos avec ses rêves illusoires, dit-il. C'est sur ces mots que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 15h, une autre édition d'information et puis à 20h, la grande édition avec Marie-Laure Ngouran. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1 et à demain.